Eric Achille Corps. Ce matin, nous parlons de l'égalité des chances avec une interrogation, mythe ou réalité. Qu'est-ce que nous entendons globalement d'abord d'égalité de chance, Eric Achille? L'égalité de chance, c'est le fait de mettre des citoyens au même niveau par rapport à des opportunités. C'est-à-dire ils sont égaux, quelle que soit leur appartenance ou indépendamment de leur région et autres. Donc, est-ce que l'égalité de chance est un mythe ou une réalité? On peut tout simplement se dire que la société de manière globale est faite d'injustice, c'est-à-dire ça c'est naturel, les gens ont le penchant de ci ou de ça, donc l'homme a toujours tendance à se concentrer sur lui-même, donc on se concentre sur soi-même au détriment des autres. Ce qui fait que la construction, l'égalité de chance est donc un construit permanent qui vise à donner plus d'opportunités aux autres et à mettre, comme je l'ai dit précédemment, les citoyens sur la même balance. Mais est-ce que c'est un mythe ou une réalité? On se pose une fois de plus la question. C'est partiellement une réalité parce que c'est un construit. Avant, on ne parlait pas, par exemple, au Cameroun, on ne parlait pas des pygmées dans certains concours et autres. L'État fait de plus en plus l'effort d'intégrer les minorités. Il y a aujourd'hui l'approche genre, par exemple, même si nous pensons que biologiquement ou même physiologiquement, la femme ne sera pas égale à l'homme, mais il y a quand même l'intégration de l'approche genre dans les pratiques administrative. Donc, l'égalité de chance est là, mais cette égalité de chance mérite d'être améliorée. Améliorée parce que, par exemple, il y a des concours ou des recrutements qui ne sont pas communiqués à l'avance. Et vous savez, oui, ça c'est vrai. Comment fait-on pour recruter dans certaines structures que nous n'allons pas citer? Pourquoi vous ne citez pas? Non. Vous savez comment on fait pour recruter à la SNH? Ça, je ne sais pas. Vous savez comment on fait pour recruter à la Sonara? Je ne sais pas non plus. Vous savez comment on fait pour recruter à la SCDP? Je ne sais pas non plus. Bon, je me limite à ce niveau. Voilà. Donc, vous et moi... N'ayez pas peur. Vous et moi pensons quand même que... vous et moi pensons quand même qu'il est important de donner l'information lorsqu'on veut mettre les gens sur une même balance. Ça participe de l'égalité. La deuxième des choses est que... Et je chuterai par là. Et je chuterai certainement par là. En termes d'égalité, il est important davantage d'intégrer les minorités. Parce qu'il y a des minorités qui ne sont pas totalement prises en compte. Et... peut-être que cela pourrait se justifier sur ou à travers ce que nous avons dit, que en réalité on a l'impression que l'homme est essentiellement égoïste, et quand on représente l'État, l'État a le devoir de mettre ensemble l'ensemble de ses fils et filles sur la même balance. Et améliorer l'égalité de chance, c'est donner la possibilité à tout le monde de pouvoir accéder à l'ENAM. Mettre tout le monde sur la même balance, l'égalité de chance voudrait que, par exemple, quand on parle, ça je vais le dire, avec les histoires de recrutement, par exemple, dans les universités, vous êtes fonctionnaire et on vous dit qu'il y a une catégorie de personnes qui ne peut pas postuler parce qu'ils sont fonctionnaires et on les marginalise, alors que ça devrait se passer sur peut-être la base de la méritocratie. Quand vous mettez les gens ensemble avec les mêmes critères, le problème qui se pose, c'est en termes de critères. Qui est-ce qui mérite quoi? En fonction de quoi? Lorsque les critères sont donc clairement définis, il est possible qu'on parle d'égalité de chance, même comme nous pensons que même en Europe, l'égalité de chance dont on parle partout là, elle n'est pas réelle. Elle ne se fait pas ou ne se pratique pas avec l'acuité qu'il faut. Très bien.
Merci Eric Achille. On passe la parole au consultant Pierre Blériot. Pierre Blériot, la Charte des Nations Unies sur les droits de l'homme est claire. Tous les hommes naissent égaux en droit et en devoir. Est-ce que ce n'est qu'une ligne sur une charte dans la pratique? Est-ce que c'est vrai que tous les êtres humains naissent égaux en droit et en devoir? Oui, mais la Charte des Nations Unies le dit, et la raison pour laquelle les grandes nations ont esclavagisé les petites, ont vassalisé les petites. C'était toujours dans cette logique, c'est-à-dire nous naissons égaux en droit et en devoir, mais les uns ont le droit de venir siphonner les richesses des autres, de les transformer en esclaves, soit en les déportant, soit en les gardant même chez eux-mêmes pour travailler pour les autres. Vous voyez? Au niveau humain, l'égalité suppose une âme qui recherche permanemment la justice. Ouais. Est-ce que les parents eux-mêmes, je laisse d'abord la grande société, est-ce que chaque parent fait l'effort de donner des chances égales à ses propres enfants? Vous payez les meilleures études à certains, quand le tour des autres arrive, vous dites que il n'y a pas l'argent. On est endetté. On est endetté. N'est-ce pas? Non, beaucoup de parents n'accordent déjà pas une égalité de chance à leurs enfants. On mise sur certains enfants qu'on dit être intelligents, c'est-à-dire l'intelligence scolaire. Aujourd'hui, ceux qui relèvent des familles ne sont pas forcément ceux qui ont eu les meilleurs résultats scolaires. Longa Longa a l'une de ses chansons dans laquelle il dit: dans ma famille, on pouvait compter sur tout le monde sauf sur moi. Dans ma famille, on avait misé sur tout le monde sauf sur moi. Et il y a des parents donc qui misent sur certains enfants et abandonnent les autres. Nous les hommes, quelquefois, nous ne prenons pas soin des enfants que nous faisons hors de nos foyers. Parce que nous avons peur de nos femmes. Est-ce que les enfants là ont décidé de naître? Y a-t-il égalité de chance? Il y a même des enfants qui n'ont pas les actes de naissance parce que le père qui est venu foutre la grossesse là a peur qu'on lise son nom quelque part. Revenons au niveau de l'État. Oui. L'État a deux problèmes. Il y a ce qu'on appelle la lutte des classes et la reproduction de l'élite sociale. La lutte des classes. C'est-à-dire que dans notre société, par exemple, on connaît les corps de métier qui sont privilégiés. Ces corps de métier vont se battre pour conserver leurs privilèges au détriment des corps moins privilégiés. Mais la reproduction de l'élite sociale se fait aussi de manière patrimoniale. C'est-à-dire que les parents reculent juste un peu pour faire asseoir leurs enfants. Dans les grandes écoles, donc, ceux dont les pères sont sortis des grandes écoles, à moins qu'ils n'aient pas les enfants capables d'entrer là-bas. Parce que j'ai vu un haut fonctionnaire sorti d'une grande école qui voulait à tout prix mettre ses enfants dans la même école. Il fallait minimum bac pour entrer dans cette école. Son meilleur enfant a eu le BPC. donc, il fallait seulement qu'on change les règles de l'école pour que ses enfants entrent. Mais il a tout essayé. Il suppliait, pardon, prenez-moi le bac. Mais ses neveux avaient le bac, la licence et autres. Non, ce n'était pas pour les neveux. La reproduction de l'égalité sociale au Cameroun brise la possibilité d'imaginer l'égalité des chances. Parce que dès que l'élite veut se reproduire, hier nous avions une élite naissante. C'est-à-dire nous sommes tous des enfants des agriculteurs. Avant les années 60, il n'y avait pas d'industriel au Cameroun. Tout le monde était pauvre. Les parents même le président Paul Biya dit au fils de Bolova, voilà. Nous sommes tous ou presque tous fils ou petits-fils d'agriculteurs. Il y avait quoi avant? Rien du tout. Donc, à ce niveau-là, l'élite ne s'étant pas encore constituée, les chances étaient presque les mêmes. Mais depuis qu'une certaine élite s'est constituée, vous savez, j'aime pas trop les mots savants, on les appelle en philosophie une élite comprador. Elle fait tout pour tirer vers elle tous les bénéfices et tous les avantages de la société et les orienter. Quand ces gens-là, certains d'entre eux ont la chance de vivre 90 ans, 100 ans, ils restent là, ça fait 3 générations. Donc il n'y aura pas de chance. C'est-à-dire, vous voyez un grand-père qui est en fonction, ses petits-fils cherchent encore l'emploi. Je ne parle pas seulement de ses petits-fils directs. Mais Césarine, il est président du conseil d'administration, il est DG de telle société, il est chef de village et tout. Et ses petits-fils. Il est président du conseil paroissial. Il est tout. Et ses petits-fils sont là. Donc, il nous faut imaginer,
pour un projet de paix dans notre société, une société d'hommes justes qui savent donner aux autres ce qu'ils attendent aussi. Très bien. C'est une injustice inimaginable parfois ici. Et pourquoi? Évidemment parce que quand on parle d'égalité, on ne parle pas de famille, on parle des individus. Ce qu'il faut promouvoir ici, c'est la compétence, c'est l'opportunité. Les critères. Et je vais aller plus loin, au niveau même spirituel. Mon frère, il y a des familles qui sont maudites, même si on dit que qu'on laisse le concours pour cette seule famille, tous vont échouer. C'est-à-dire qu'on dit que le concours de l'INAM, c'est seulement la famille A. Il n'y a personne d'autre. Non, vous n'allez pas refaire le monde. Il faut mettre une bonne dose de justice. Le fait que le père de Blériot travaille dans la fonction publique, c'est pas quoi? Vous êtes sûr que cela est un avantage pour Blériot? Blériot doit compétir. Cela s'appellerait donc un délit de patronyme, un délit de faciès. On ne peut pas condamner les enfants des grands. Moi, je n'ai pas peur de compétir avec les enfants des grands. Il faut que les enfants des grands ne reçoivent pas d'autres privilèges dans la compétition. C'est ça la justice. Il faut qu'ils soient mis au pied d'égalité avec les enfants des petits. Il faut que les enfants des petits comprennent qu'ils ont plus d'efforts à fournir. Ils ont vu la souffrance de leur père, ils doivent se dire plus jamais ça pour réussir. Mais il ne faut pas dire qu'on va mettre des barrages aux fils des grands pour que mais les fils des petits aujourd'hui peuvent devenir les fils des grands de demain.